Bonjour, c'est Sandrine Donzel de Est-ce comme c'est. Vous vous demandez ce que c'est que l'insolence? Vous voulez savoir comment réagir face à des attitudes insolentes de vos enfants? Alors cette vidéo est faite pour vous. C'est le replay d'un Facebook Live que nous avions donné avec Lara il y a quelques semaines. Si le contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à partager, ce qui permettra de rendre cette vidéo plus accessible à tout le monde. Si vous êtes intéressé par les ressources que nous proposons, vous pouvez aussi évidemment contribuer sur Tipeee, mais je vous en dis plus à ce sujet à la fin de la vidéo. Alors zou, allez voir dans la vraie vie comment nous abordons l'insolence chez Est-ce comme c'est. L'insolence. Vaste sujet. Vaste sujet. Surtout que le message qui nous avait été envoyé, il y avait plusieurs questions en une, finalement. C'est-à-dire que c'était un petit peu intitulé l'insolence, enfin voilà, mon enfant est insolent. Mais il y avait plein de choses. Mais on a quand même choisi de se focaliser finalement sur l'insolence plus particulièrement. Parce que il nous semble, mais c'est vrai que moi j'ai aussi beaucoup dans les ateliers des accompagnements où on me parle de ce sujet, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, est-ce que c'est un problème, en quoi c'est un problème. Donc on s'est dit que ça intéresserait beaucoup de monde, surtout que ça peut concerner aussi des enfants de 0 à 99 ans, voire plus. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a même souvent des personnes âgées qui sont presque attendrissantes d'impertinence. Oui, mais alors justement, mais voilà. Impertinence ou insolence? Oui, c'est ça. On n'a pas cherché la définition d'impertinence. C'est vrai, on aurait dû regarder. Donc bon, l'insolence. Donc le message qui nous est arrivé disait « Ma fille de 6 ans est insolente ». A priori, c'était relativement récent, enfin, ça datait de quelques mois, et relativement brutal. C'est pour vous poser un peu le contexte de la demande qui nous a été formulée. Et puis, alors comment ça se manifeste? Eh bien, elle répond de façon brutale aux adultes, notamment. Elle est aussi très autoritaire avec ses copains et ses copines. Et puis il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'ingratitude. Il y avait eu des efforts déployés pour organiser un anniversaire, une fête et tout ça, et visiblement ça ne l'avait pas du tout satisfaite. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de comportements qui étaient mis sous le chapeau insolence. Et donc la première question qu'on s'est posée avec Lara, c'est qu'est-ce que c'est donc que l'insolence? Et oui, c'est pas si facile finalement, parce que c'est vrai que moi quand j'ai parlé du live et du thème qui allait être abordé, pour moi l'insolence c'est un petit peu le mot fourre-tout dans lequel on met tous les comportements finalement de nos enfants qui nous dérangent, qui nous interpellent, qui nous agacent, qui nous titillent un peu, et là on se dit non mais là t'es insolent, arrête. Oui. Voilà. Alors, si on reprend les définitions stricto sensu, enfin la définition de l'insolence, il y a plusieurs sens, mais quand même toujours derrière insolence, il y a la notion, enfin il y a deux notions qui reviennent derrière insolence. Il y a manque de respect, qui est vécu comme injurieux, insultant, et comme sous-entendu aussi remettant en cause une espèce de statut prédéfini. C'est-à-dire qui remet en cause l'autorité, qui remet en cause mon statut à moi, et cette notion aussi d'infériorité, c'est-à-dire qu'en général, est insolent, quelqu'un qui nous est inférieur, et qui vient remettre en cause l'ordre établi en quelque sorte. Et il y a aussi une notion intéressante dans insolence, il y a audace excessive, qui peut être vécue comme insultante, injurieuse. Donc, il y a deux notions derrière ça. Il y a la notion de manque de respect, enfin trois. Il y a la notion de manque de respect. Il y a la notion de remise en cause d'une espèce d'ordre établi par une personne qu'on juge inférieure ou qui ne devrait pas remettre en cause l'ordre établi. Et puis, il y a la notion d'audace. Oui, et puis finalement, ce que tu dis par rapport à l'ordre établi, c'est on parle jamais d'insolence de la part d'un patron sur un employé, par exemple. Non. Jamais. Non. Par contre, un employé peut être qualifié d'insolent vis-à-vis du patron. Oui, donc c'est uniquement dans une relation de hiérarchie. Enfin, hiérarchie, je ne sais pas si on peut appeler ça hiérarchie dans la famille, mais hiérarchie de pouvoir. Il y a une relation de pouvoir, on estime que l'un a, de par son statut, droit au respect. D'accord ? Alors, de par son statut, je modère un petit peu parce qu'on verra par la suite que parfois chez les enfants, c'est pas juste une remise en cause du statut, où il peut y avoir effectivement des problèmes de reconnaissance, des choses comme ça, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc, d'une certaine manière aussi, tu disais tout à l'heure, c'est agaçant parce que, aussi, ça serait tellement plus pratique s'ils faisaient tout ce qu'on leur demande sans rechigner. Mais t'es pas là pour ça? Non, d'accord.
Voilà. Je demande. Comment te dire Certains nous le vendraient. Hein. Moi, en fait, je ne le souhaite pas pour ne rien Oui, cacher. je comprends. Alors, je vais vous dire pourquoi moi, je considère que une certaine dose d'insolence par moment, modérée et utilisée à bon escient de la part des enfants, ce qui n'est pas facile pour eux évidemment, est plutôt bon signe. C'est justement à cause de cette notion d'audace. C'est-à-dire que pour être insolent, il faut oser. Oui, il faut que l'enfant ait le courage de remettre en cause cet ordre établi, de s'exprimer d'une façon qui va être vécue comme voilà, agressante par les adultes autour de lui. Donc, soit il faut être inconscient, et alors il y a des apprentissages à faire, ça on en reparlera après, soit il faut avoir suffisamment de courage et de confiance en soi pour le faire. Oui. Donc, j'allais dire, moi personnellement, ça je parle plus en tant que thérapeute, je m'inquiète beaucoup moins pour les enfants qui ont ce genre d'attitude que pour les enfants qui obéissent tout au doigt et à l'œil et qui ne bronchent pas et qui ne remettent jamais en cause l'ordre établi. Alors, attention, je ne voudrais pas non plus faire de généralité. Si vous avez un enfant qui se conduit hyper bien, qui ne pose pas de problème, il ne va pas forcément avoir des problèmes plus tard. Et profitez-en. Profitez-en, savourez, mais voilà. Donc en termes de personnalité de l'enfant, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt positif, même si c'est pénible, mais qui est plutôt... C'est fatigant. Voilà, qui est fatigant pour les adultes, mais qui est plutôt le signe d'un enfant sain, qui a conscience des choses qui le dérangent, qui a conscience et qui ose l'exprimer. Oui. Donc voilà. Oui, et c'est vrai que oui, il y a quand même des facettes un peu positives dans cette insolence qu'on peut... Il y a cette audace et ce courage et du coup cette confiance que l'enfant peut avoir. Ouais. Ça, c'est quand même plutôt positif. Moi, il y a des fois où, là où on pourrait trouver mon enfant insolent, moi, j'ai tendance à le trouver très drôle. Je trouve la répartie... Non, mais il y a des fois où c'est vraiment pertinent. Oui. C'est agaçant parce que t'as pas envie de l'entendre. Mais finalement, c'est quand même... c'est très fin. Oui. Et je trouve que souvent, ça fait preuve de beaucoup d'intelligence. Ouais. Alors, pour ne rien vous cacher, on en a parlé tout à l'heure en préparant ce live. Lara et moi, on était un peu ennuyés par rapport à ce sujet, parce que ni l'une ni l'autre, on a trouvé de comportements insolents chez nos enfants. Non pas qui ne... Enfin, d'autres personnes que nous pourraient peut-être trouver certains de leurs comportements. Ah, mais ils le font d'ailleurs, pour l'avoir entendu. Ce qui était décrit dans le mail, il faut lui demander 10 fois et elle veut jamais rien faire. Ce qui était qu'elle râle tout le temps, qu'elle répond un peu vertement, un peu beaucoup vertement aux adultes, qui sont ingrats et que ça leur convient pas alors même qu'on a fait des efforts. Ils le font, mais nous on le met pas forcément sous le qualificatif insolent. Non, c'est vrai que j'ai tendance à chaque fois à trouver d'autres explications à ces comportements-là. Ouais. Moi aussi. Mais donc on va dérouler le fil parce que justement je trouve qu'en reparlant des différentes situations, on va pouvoir voir ces comportements d'une façon un petit peu différente. Parce que comme le disait Lara, effectivement, insolence c'est une espèce de chapeau, il y a une attitude manque de respect, ça nous hérisse le poil, il faut faire quelque chose. Et je suis d'accord que dans un certain nombre de cas, il faut faire quelque chose. Ça, inévitablement, d'abord parce que nous, si ça continue, on va être de plus en plus énervé contre l'enfant, on va devenir violent dans nos propos, voire même peut-être dans nos actes, et donc il vaut mieux permettre à l'enfant de faire l'apprentissage dans de bonnes conditions, qu'il vaut peut-être mieux pas trop qu'il aille nous chercher là où ça fait mal. C'est quand même intéressant comme apprentissage dans la vie, que des fois il faut arrêter de titiller les gens, parce que sinon il peut y avoir des conséquences désagréables, ou simplement un apprentissage relationnel de comment on s'exprime, comment on gère ses émotions et tout ça, ça rentre là-dedans. Voilà. Pour le chapeau, insolence. Bon, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous vous souvenez, pouf, vous les posez. Vous commentez, et puis Lara me pose les questions. Alors, une des premières choses dont je voulais parler, je voulais raconter une situation. Oui, alors attends, juste je me permets, parce qu'il y a un commentaire qui vient de tomber, et effectivement, c'est très enfin, ça rebondit vachement sur tout ce qu'on vient de dire. Ma fille a 6 ans, et elle fait la même chose en ce moment. Pour moi, c'est une affirmation de soi, mais elle ne sait pas encore doser. À nous peut-être d'exprimer quand certaines façons de parler nous blessent, pour lui apprendre à doser justement, à exprimer oui, mais différemment. Tout à fait. Alors ça, je trouve ça effectivement tout à fait adapté et très très juste. C'est vrai que
autour de l'âge de 5-6 ans, l'enfant grandit, il devient plus conscient, il réfléchit plus, il perçoit encore plus qu'avant les tenants et les aboutissants des situations, y compris les impacts sur le long terme. Il commence effectivement à s'affirmer et à dire ça oui, ça non, ça me convient pas. Et il ne le dit pas forcément d'une façon qui est socialement acceptable. Oui, d'accord ? C'est ça en fait. Donc là, c'est l'expression d'une émotion. Moi, je dirais chez les tout petits, avant justement 5-6 ans, je ne vois pas, ou je vois rarement, ce qu'on pourrait qualifier d'insolence à proprement parler, un peu ce que tu disais parfois d'humour, un peu une vacherie, quoi, une vanne là, destinée à appuyer bien là où ça fait mal et à mettre le doigt sur tiens, t'as vu là ton incohérence, ton truc et tout, hein, avant 5-6 ans, les enfants ne savent pas faire ça. Parce qu'il faut à savoir discriminer un certain nombre de niveaux dans la communication pour pouvoir dire des choses sans les dire, tout en les disant, enfin bref, utiliser l'humour, les sous-entendus et tout ça. Donc avant 5-6 ans, les manifestations, les enfants qui répondent, etc., c'est souvent simplement une manifestation émotionnelle. À partir de 6-7 ans, ça commence à devenir souvent autre chose. Donc quand c'est une manifestation émotionnelle, effectivement, ce qui est important, c'est de reconnaître l'émotion, qui est souvent de la frustration, de l'agacement, parfois de la tristesse, et de pouvoir, comme c'est très justement dit dans le commentaire, reformuler et dire comment on aimerait que l'enfant formule. Oui, finalement, donc, profiter de cette occasion-là pour apprendre. Exactement, on profite de l'occasion pour apprendre. Si on y arrive, de ne pas monter sur ses grands chevaux tout de suite en disant « comment tu ne me parles pas comme ça ?» mais de peut-être dire oula, alors déjà simplement dire oulala, quand tu me parles comme ça, moi j'ai pas forcément envie de t'écouter, ou je trouve moi encore plus pertinent de poser la question à l'enfant. À ton avis, quand tu me parles comme ça, j'ai plus envie d'être gentil avec toi, de t'écouter et de faire ce que tu me demandes, ou plutôt moins envie. Donc si l'enfant n'est pas dans une émotion trop intense, ça va l'amener à réfléchir et probablement il va reformuler. Avec les plus petits, on peut même, ou même avec les plus grands, on peut même effectivement redire plus précisément la façon dont on aimerait qu'il parle. Alors je vais faire une phrase peut-être un peu longue, mais c'est pour vous donner un exemple. Si l'enfant dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Ouais, de toute façon, j'ai pas envie d'aller me laver les dents, ou je sais pas trop quoi, ou ouais, tu me gaves, tu me demandes toujours des trucs chiants, enfin voilà. Un enfant peut dire ça. Tu me gaves avec tes trucs. Tu m'emmerdes. Hein, ça me saoule. Ça me saoule, tiens, voilà, ça me saoule. On peut lui dire, je vois que t'as pas envie de faire ce que je te dis. Par contre, quand tu me le dis comme ça, j'ai pas envie de t'écouter. Par contre, si tu me dis, oh maman, là vraiment, j'avais envie de rester, ou papa, j'avais envie de rester à jouer, est-ce que c'est possible que je reste encore 5 minutes ? Tu vois, là, il y a plus de chances que je me dise, tiens, peut-être on peut faire quelque chose. Trouver un compromis. Et on va peut-être trouver un compromis. La façon, c'est important que les enfants comprennent que la façon dont ils expriment les choses va changer la façon dont on les reçoit. Donc c'est pour ça que ce commentaire est effectivement très juste, d'apprendre progressivement à l'enfant à reformuler les choses et à les dire d'une façon différente. Et plus acceptable. Et plus acceptable. On est d'accord ? Alors je vais peut-être parler de Bastien et les Blipoux maintenant. Oui. Parce que justement, il est génial. C'est un livre qui est vraiment super. Alors, je sais pas si vous le voyez. Alors, bien. il y a du décalage. Il y a du décalage, voilà, je vous le mets là, mais je remettrai les références. Mais a priori, on devrait le voir. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par Faber et Maslich, donc celles qui ont écrit Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent. C'est un livre à destination des enfants. Et c'est pas juste un livre. Et je trouve ce bouquin hyper intéressant pour les parents comme pour les enfants, et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire, c'est quoi ? C'est un petit garçon qui a plutôt tendance à tout le temps s'accrocher avec sa maman. Voilà, il veut mettre sa chemise rouge, mais elle n'est pas sèche. Et au lieu de lui dire gentiment, il s'énerve et du coup elle veut pas. Après, il se castagne avec sa sœur, il se dispute avec son copain. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Et alors, ce petit garçon reçoit la visite de 2 petits êtres étranges, les Blipoux. Donc, il y a Maury et Groge. Donc, l'un... Groge est plutôt la voix des émotions, on va dire ça comme ça, le truc qui sortirait spontanément, voilà. Et puis l'autre, Maury, est plutôt la voix de la raison. Oui. Alors, la voix de la raison dans le sens, essaye de dire les choses pour qu'elles soient mieux entendues. Donc l'intérêt de ce bouquin,
c'est qu'une fois qu'on l'a lu avec les enfants, quand les enfants s'expriment spontanément avec leurs émotions, ouais, ça me saoule, etc. C'est surtout valable avec les plus petits, bien sûr, avec les ados, on va modérer un petit peu. Oui, ils risquent d'être un peu moins réceptifs. Voilà. Quand l'enfant s'exprime comme ça, on peut repérer et dire, ouh là, ça c'est Maury qui s'exprime. C'est Groge. C'est Groge, pardon, je me trompe toujours entre les deux. Pardon. C'est Groge, l'insolent. Peu importe, en fait. Oui, c'est vrai. Mais merci. Donc c'est Groge l'insolent. Donc, ouh là là, ça c'est Groge qui s'exprime. Et Maury, il dirait quoi? Ou, comme tu le disais tout à l'heure, ce que tu dis toi, c'est... Ah oui, c'est... Oh bah là, j'ai l'impression de ne parler qu'à Groge. Rappelle ton Maury, parce que là, c'est urgent. Ouais. C'est vrai que moi, c'est un livre qu'on lit souvent à la maison, qui plaît énormément aux enfants, et que, comme tu dis très bien, on peut l'utiliser même sans l'avoir sous la main, parce que finalement, l'histoire, elle est sue, et elle donne les repères qu'il faut pour pouvoir... s'en servir. Donc elle permet de donner un signal pour dire là, t'es en train d'aller trop loin et réfléchis à comment tu pourrais dire les choses autrement. Ok? Ça rejoint aussi un article que j'avais mis sur le blog à propos du mot de passe, du crocodile. Alors pour ceux et celles qui étaient sur le blog, vous l'avez peut-être lu. Donc parfois mon fils avait, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, mais quand il était plus petit, jusqu'à 7-8 ans à peu près, il avait tendance à répondre tout de suite, spontanément, sous le coup de l'émotion, très vertement. Et du coup, moi, comme tous les parents du monde, ça m'énervait. Donc je recadrais le comportement, ne parle pas comme ça, hein, et puis ça partait un peu en escalade et on n'arrivait pas à trouver un compromis. Et donc, comme tous les deux, on avait envie que les choses se passent mieux, on en a parlé à froid. Je lui ai dit, écoute, toi et moi, souvent, tu me réponds, je te réponds, et puis ça part, c'est sans fin. Après, on n'est pas bien ni l'un ni l'autre, on a dit des choses méchantes et personne n'est content. Donc je lui avais proposé d'utiliser un mot de passe, qui était le mot crocodile, parce qu'il a une espèce de doudou en forme de crocodile. Et l'idée, c'est que quand on dit crocodile, ça veut dire, t'es en train d'aller trop loin, il faut que tu t'arrêtes. Et ça veut dire que celui qui entend crocodile se dit, oula, moi je suis en train d'aller trop loin, donc je m'arrête. Et c'est vrai que c'est un truc qui avait bien marché. On ne l'a pas énormément utilisé, mais ça lui a vraiment permis de mettre un stop. Alors au début, c'est surtout moi qui l'utilisais à sa place parfois. Oui, en se disant, oula, attends, crocodile, parce que je pense que je suis en train d'aller trop loin. Je suis en train de te dire des choses désagréables. Et c'est vrai que ça permet de bien apaiser aussi la situation. Ça suppose un enfant pas trop petit. Oui. Voilà, 5 ans, je pense qu'avant c'est compliqué. 5-6 ans. Et puis ça suppose surtout une relation qui est globalement saine, où l'enfant se sent entendu, où il n'accumule pas trop de frustration, et où il sait que s'il dit quelque chose, ça va être pris en considération. Parce que, ce que je voulais dire aussi justement, ça m'amène au point suivant, si on parle d'insolence, il peut y avoir dans des expressions d'insolence aussi une espèce de frustration accumulée. L'enfant a le sentiment qu'en fait on ne prend pas en considération son point de vue, on n'entend pas ce qu'il ressent. Et du coup, il ne trouve pas d'autre moyen, c'est un peu la cocotte minute, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand ça sort, ça sort sous cette forme-là et ça explose. Ouais, et puis c'est vrai que c'est pas évident pour eux de comprendre à quel moment ça dépasse les limites ou pas, parce qu'en plus les limites sont jamais les mêmes d'un jour sur l'autre, voire même d'une heure sur l'autre. C'est quand même très difficile. Si on est fatigué, si on n'est pas fatigué. Oui, si un jour on est très en forme et qu'on a beaucoup d'humour, il y a des choses qui vont nous faire rire, alors que la veille, on aura peut-être hurlé. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que souvent, dans les conseils qui sont donnés, c'est... Il faut être calme. Non, mais reste calme, c'est autre chose. On fera une autre vidéo sur rester calme. Mais c'est soyez cohérent. Ah oui, pardon. Ah oui, c'en est un autre. Mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, on pourrait parler de rester calme pendant des heures. Hein. Mais soyez cohérent. Soyez cohérent, ça voudrait dire que les règles soient toujours les mêmes, quel que soit notre état à nous. Ce qui est juste incompatible avec le fait que nous sommes des êtres humains, par définition, fluctuants. C'est-à-dire que quand on est en vacances, c'est jamais tout à fait pareil que quand on n'est pas en vacances, quand on est fatigué, quand on n'est pas fatigué, quand on travaille pas, quand il fait beau, quand il pleut, quand il neige, quand on a des soucis personnels, on s'inquiète pour des gens de notre famille ou des amis. Et donc, selon les jours, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes, les mêmes règles, le même niveau. Ça n'est pas un problème, à condition que ce qui doit être exprimé clairement à l'enfant, c'est du coup, là, aujourd'hui,
J'ai moins de patience. J'ai moins de patience, donc attention, il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité sur les enfants, il faut essayer d'être conscient qu'un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, il peut entendre ça, il peut en tenir compte. Avant, c'est plus compliqué. Bien sûr. D'accord ? Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour nous non plus, parce que de la même manière, nos enfants réagissent pas du tout de la même façon aux mêmes injonctions d'un jour sur l'autre. Exactement. Ça, c'est parce qu'on est des êtres humains. De base, on n'est pas cohérent. Ouais, c'est certain. Pardon, hein, mais... Ouais. Ce serait plus facile. Ouais, on serait des robots alors dans ce cas-là. Ouais. Ok. Ouais. Alors, l'autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est que souvent les enfants qui expriment beaucoup d'insolence sont parfois des enfants qui ont le sentiment de ne pas avoir assez de contrôle, de maîtrise sur leur vie, qui sont en demande d'autonomie. Ah, d'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Et qui ruent un peu dans les brancards et qui essayent de faire comprendre qu'ils voudraient qu'on leur foute un peu la paix et que... Ils veulent faire comme ils veulent. Prendre un certain nombre de décisions pour eux-mêmes. Donc si vous avez un enfant insolent, ça vaut le coup aussi de vous poser la question de quel est le degré d'autonomie qu'a votre enfant. Est-ce qu'il est en demande de plus ou peut-être d'autonomie sur des domaines différents? Parce que ça aussi, on va faire le parallèle avec l'ingratitude. Si on donne de l'autonomie sur un domaine qui n'intéresse pas l'enfant et lui voudrait de l'autonomie dans un autre domaine, il ne va pas le ressentir comme étant une réponse à son besoin. Je faisais tout à l'heure, quand on préparait le parallèle avec le couple, si vous faites porter vos efforts dans le couple sur un domaine et que l'autre, c'est pas ça qu'il attend, qu'il ou elle attend, et ben il va trouver que vous ne faites pas d'efforts. Donc sur l'ingratitude, il y a aussi cette dimension-là de se dire finalement, est-ce que l'ingratitude et l'autonomie, est-ce que les efforts que je fais ou est-ce que l'autonomie que je donne sont ceux et celles qui sont attendus par l'enfant, pour les efforts qui lui feraient plaisir ou l'autonomie aussi qui lui ferait plaisir et qui lui parlerait. Donc ça vaut le coup de regarder aussi peut-être un peu plus globalement, même si face à un enfant insolent, on n'a pas vraiment envie de lui donner de l'autonomie. On a plutôt envie de lui dire... C'est un peu le problème finalement, c'est que sur ce genre de comportement, on a tendance à vouloir resserrer la vis tout de suite en se disant si je laisse faire, ça va être encore pire. Ouais. Et au final, on rentre dans un cercle vicieux. Et puis finalement, c'est nous l'adulte, donc c'est nous qui avons normalement le plus de facilité à en sortir. Enfin, plus de... En théorie. En théorie. On est d'accord. Je trouve que Tia Mervers, dans sa vidéo sur les étiquettes, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir, il a cette phrase très jolie, il dit « On n'a jamais vu un enfant dire Papa, maman, je trouve que notre relation ne part pas sur bonne base, il faudrait peut-être... » Voilà, c'est pas les enfants qui font ça en général, c'est à nous, malheureusement, qui incombent la responsabilité de prendre du recul. Donc, même si on n'a pas envie, et même si on se dit « Ouais, il est insolent, donc il faut que je resserre la vis », il faut quand même se poser la question d'une façon plus globale, de se dire peut-être que resserrer la vis n'est pas la bonne solution. Ça peut, on va y venir à tout à l'heure, mais c'est pas souvent la bonne solution face à des comportements insolents. Alors il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé, mais qui me paraît intéressante, c'est le déclenchement. Parce que je crois que j'ai pas dit que si c'est un changement brutal. Ah oui, on n'en a pas parlé. Si l'enfant, avant, ça se passait bien, n'avait pas ce type d'attitude, et que brutalement, d'un seul coup, ça se déclenche, il me paraît important d'explorer aussi le contexte. Est-ce que cet enfant-là vit des difficultés par ailleurs, pas forcément dans la famille, mais à l'école, avec ses camarades? Est-ce qu'il vit des choses type harcèlement, etc., des difficultés scolaires, des difficultés relationnelles avec ses enseignants ou ses éducateurs, ou des difficultés plus graves que ça? Parce qu'un changement de comportement comme ça, qui se manifeste brutalement par de l'agressivité, alors envers les adultes ou dans la fratrie et tout ça, ça doit quand même alerter. Si c'est un changement brutal avec un enfant qui n'était pas dans cette attitude-là avant, il faut quand même alerter, parce que là, vous aurez beau recadrer tout ce que vous voulez sur le comportement, si vous ne traitez pas la source, vous ne résoudrez aucun problème. Ok. Donc voilà. Okay. J'ai une question de Cécile. Alors c'est peut-être Céline ou Cécile, je ne sais pas. Ouais. Comment réussir justement à ne pas s'énerver soi-même, hein, tu vois? Pardon. Et oui, donc restons calmes. mais oui, non, mais c'est vrai. Par exemple, je dis quelque chose à mon enfant et je lui fais une réflexion en disant « Oh, il y a encore tes chaussettes qui traînent. Ouais, mais moi j'en ai rien à faire, tu peux quand même les ramasser, t'es juste à côté. » Bon, on peut
prendre ça comme de l'insolence. Oui, bah, là, on peut prendre ça comme de l'insolence. Oui. Et du coup, par exemple, dans ce genre de situation, si on veut utiliser cette situation-là pour en faire un apprentissage et lui faire comprendre que c'est pas la réponse attendue. Alors, il y a plusieurs niveaux. Oui. Il y a plusieurs niveaux. Si ça se produit une fois de temps en temps, et que sur le moment, ça vous hérisse le poil, et que vous réagissez violemment, et que ça se produit une fois de temps en temps, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique, et donc, ceci étant dit, et donc je n'ai pas de moyen de dire ça n'arrivera plus jamais. Ceci étant dit, il me semble même, et ça va peut-être choquer certains, mais tant pis, je l'assume, que parfois, justement si la relation est globalement saine et tout, mais que de temps en temps l'enfant abuse, de voir que ça nous met en rogne et que ça explose, c'est peut-être une bonne façon aussi pour lui de se rendre compte qu'il est allé trop loin. Et que ça ne va pas. Bien sûr, c'est une façon pour lui de voir qu'il a dépassé les bornes. Donc ne pas s'énerver du tout, je pense que c'est ni souhaitable, ni possible. Voilà, d'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si le comportement se répète et que effectivement ça nous énerve, c'est important de prendre du recul et de chercher à voir la situation sous un autre angle. C'est pour ça que j'attirais votre attention sur l'histoire de peut-être les frustrations, l'autonomie de l'enfant et tout ça, parce qu'une part non négligeable de nos énervements est liée non pas au fait que juste la situation est inacceptable pour nous, mais c'est lié à nos échecs. C'est-à-dire, l'enfant a un comportement insolent, je le recadre une première fois, ça ne marche pas, il réitère, il recommence. Donc, en fait, ça monte, hein, c'est un peu la carte de fidélité dont j'avais parlé aussi sur le blog, je tamponne, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, j'essaie de garder mon calme et je recadre une fois, j'essaie de garder mon calme, je recadre 2 fois, j'essaie de garder mon calme, je recadre 3 fois, j'essaie de garder mon calme 4 fois, il y a un moment donné, vous ne pourrez plus garder votre calme. Puis alors ça c'est dur, hein, parce qu'après on rentre dans l'autoritarisme, on a envie qu'ils nous obéissent juste pour pouvoir se prouver qu'on peut se faire obéir. Après on est débordé émotionnellement et on fait n'importe quoi, c'est clair. Donc on ne peut pas rester calme si on poursuit, si on répète des comportements qui ne marchent pas. Il n'y a pas de bonne façon de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça, je pense qu'il faudrait, le graver au fer rouge sur le front de nos enfants, comme ça on l'aurait. Comme ça on le voit, c'est horrible. Sur le frigo sinon. C'est vrai que c'est moins dangereux. Sur le frigo c'est moins mal vu par les services sociaux. Mais vraiment, donc, moi je trouve que ce qui aide, en tant que parent, c'est effectivement de rester conscient de je fais un truc une fois, ça marche pas, ça commence à m'énerver, je le répète une deuxième fois, ça marche toujours pas. C'est d'apprendre à lâcher prise sur le moment, mais pour mieux y revenir après coup, peut-être à froid, peut-être d'une façon différente, mais en ayant recherché un point de vue différent sur la situation. C'est pour ça aussi qu'au début je vous ai dit dans l'audace, cherchez aussi les points positifs, cherchez aussi peut-être les sources émotionnelles ou les choses comme ça, parce que ça va vous aider à voir ces comportements d'un point de vue différent et à peut-être les aborder d'une façon différente. Complètement. Moi je vois, ça me fait penser à ma meilleure amie. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est américaine, mais je sais pas, elle n'a pas les mêmes codes que nous. Ils ont déjà un point de vue beaucoup plus pragmatique sur les choses. Oui, et c'est très souvent, moi je lui raconte des choses qui m'arrivent avec les enfants, oh, c'est dur en ce moment sur tel sujet, et à chaque fois elle me dit, mais non mais c'est génial, regarde comment il arrive à s'adapter, regarde comment il est intelligent avec cette situation-là, etc. C'est hyper rassurant, ça fait du bien. Oui. Et c'est vrai que d'avoir un point de vue différent, chercher un petit peu le positif finalement, du point de vue de l'enfant, c'est hyper important. Et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, un enfant qui obéit à tout, c'est pratique. Un enfant qui remet l'autorité en question pour plus tard, c'est intéressant. Alors ça peut être énervant parce qu'on se sent remis en cause dans son statut, ça peut être aussi inquiétant. Oui, évidemment. Sur le long terme, il faut peut-être quand même qu'il apprenne à modérer son propos. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on disait au début, sur lui apprendre, modéliser. Les enfants apprennent beaucoup par la modélisation, c'est-à-dire en entendant les autres faire. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire aussi soi-même, de reformuler ce qu'on attendrait que l'enfant nous dise, pour qu'il s'imprègne de ça petit à petit. Alors je reviens sur l'histoire de rester calme. Donc si vous persistez dans quelque chose qui ne marche pas, vous ne pourrez que vous énerver. Immanquablement. C'est
imparable. Donc quand vous sentez que ça commence à être la tension, c'est le temps de dire stop, Pas ça, plus ça. j'arrête. D'accord. Soit vous avez en réserve un truc où vous vous dites, sur le coup, vous avez un éclair de lucidité ou de génie, ou appelez ça comme vous voulez, et vous vous dites, tiens, je pourrais essayer autre chose. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir une espèce de culture des outils. C'est pour ça que c'est intéressant de voir des conférences, de lire des bouquins, des trucs, parce que vous pouvez vous dire, tiens, ah oui, j'avais vu ça, tiens, je vais essayer ça. Mais essayez quelque chose de différent. Si vous persistez dans la même ligne, ça ne peut que s'enferrer et ne pas fonctionner. Donc, ça c'est pour la question du rester calme. Ouais. Si on ne change pas de comportement, on ne peut pas rester calme. Ouais. Ça me fait penser à un autre article que j'avais mis sur le blog, le jour où mon fils m'avait traité de conne. Donc je le recadre une première fois, je vois qu'il monte dans les tours, ça devient encore plus inacceptable pour moi, je le recadre une deuxième fois, il monte encore, ça monte en escalade si vous voulez. Et donc c'est le fait que ça monte en escalade qui à un moment donné me fait dire, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Si ça monte en escalade, c'est que quelque chose ne fonctionne pas, il y a quelque chose que j'ai pas compris, ou il y a quelque chose que je fais qui ne fonctionne pas, donc il faut que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je passe de recadrer le comportement à écouter ses émotions. Et recadrer son comportement aurait très bien pu fonctionner. Oui, c'est parce que ça ne fonctionne pas que je bascule dans écouter les émotions, et sur ce coup-là, c'est écouter les émotions qui a fonctionné. Inversement, j'aurais pu commencer par écouter ses émotions, ça n'aurait pas marché, parce que, alors ça c'est une autre dimension par rapport à l'ingratitude, c'est la plainte. Oui, mais là en fait ça a marché aussi parce que tu as réussi à avoir le recul nécessaire pour, pour dire stop. Oui, et c'est souvent ça qui manque finalement, c'est... Ouais, alors le recul, il manque surtout parce qu'on n'a qu'une façon de voir la situation. C'est-à-dire qu'on se sent blessé, heurté, à juste titre, hein, les paroles ne sont pas acceptables et c'est pas une façon de s'exprimer, on est d'accord, et c'est important que l'enfant il apprenne. Mais en fait, on n'arrive pas à voir le comportement comme étant autre chose qu'une agression. Ouais. Oui, et du coup on est en défense. Quoi. Et du coup on est en défense, en réaction face à ce comportement. Donc c'est pour ça que souvent, c'est pas en se disant je vais rester calme qu'on va résoudre ce problème. Ouais. C'est en cherchant un autre point de vue. En le faisant différemment. En cherchant des façons différentes d'aborder la situation. Je vous donne un autre exemple. J'ai plusieurs exemples en tête. J'ai une personne que j'ai accompagnée. Oui, mon enfant, pareil, elle me parle mal, c'est une petite fille là aussi, elle me parle mal, elle m'agresse et tout ça, et donc attention, pour moi, c'est pas acceptable. Et quand je lui demande si cette maman, si elle est en colère, oui, c'est un peu énervant, mais surtout, je suis inquiète pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a effectivement derrière ça, non, c'est pas juste qu'elle vit ça comme une agression personnelle, mais surtout elle s'inquiète en se disant c'est important que ma fille apprenne à faire autrement. Et pour le moment, en fait, elle est tellement inquiète de la façon dont ça se passe que elle réagit épidermiquement sur le moment. Et donc c'est important de prendre conscience que du coup, la volonté de faire un apprentissage à l'enfant, elle est hyper importante, il faut la garder. Oui, on va faire un apprentissage à l'enfant, mais comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre différemment ? Et c'est là où on va expérimenter d'autres attitudes. Mais c'est rarement des problèmes qu'on peut résoudre à chaud. Ouais. Donc, comment est-ce que je peux voir la situation différemment ? Quelles sont les pistes que je n'ai pas encore explorées pour répondre à ce comportement ? Si j'ai recadré, peut-être que je peux arrêter de recadrer et aller chercher du côté des émotions. Ou inversement, je suis allée chercher du côté des émotions et ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut recadrer aussi. Oui, ça marche aussi, il y a aussi ça. Ouais. De aussi se poser la question de, du coup, qu'est-ce qui finalement me heurte tellement dans ce comportement ? Oui. On parlait par rapport à l'ingratitude du besoin de reconnaissance. Est-ce que c'est de nos enfants qu'on attend de la reconnaissance ? Est-ce que si quelqu'un d'autre nous apporte cette reconnaissance, ça va aussi ? Parce que ça, c'est aussi une question importante à se poser. Oui, pour qui on le fait, et, enfin pourquoi en fait. Si on fait le super anniversaire tout bien, tout joli, qu'est-ce qu'on en attend finalement ? Parce qu'on fait rarement les choses gratuitement. Oui, il y a toujours une contrepartie. Ouais, une certaine contrepartie, mais la contrepartie, ça peut être, et c'est tout à fait valable, le plaisir qu'on va voir les autres
Bien sûr. Enfin, voilà, Non, on non, fait mais c'est pas un forcément super vénère, truc. bien La sûr. contrepartie, c'est pas forcément mon enfant me dit ah maman t'es génial et tout ça, c'est je vois qu'il s'éclate, qu'il y prend du plaisir, je me dis ouais là j'ai bien bossé quoi. Ouais. Mais c'est moi qui me complimente toute seule d'une certaine Oui. manière. C'est pas lui qui va venir me dire ah maman t'as fait un super truc. Ouais. Et si jamais on est dans l'attente de ça, il faut peut-être mieux s'interroger nous. Bah, et se dire est-ce que cette reconnaissance, cette valorisation, je peux me l'accorder à moi-même aussi, Oui. de temps en temps, me dire ouais j'ai bien bossé, même si Ouais. ça leur a pas plu, moi j'ai bien bossé. Hein. Donc ok, qu'on ne peut pas voir juste à tous les coups, ça c'est sûr, que c'est pas parce que ça nous plaît à nous que ça leur plaît à eux. Après, face à un enfant qui est un peu dans la plainte et dans c'est nul, machin, non, ça me plaît Là, pas. c'est différent hein, quand même. Bah, c'est différent en même temps dans la question qui avait été posée pour ce live, il y avait effectivement cette notion-là. Que les enfants soient dans la plainte, ça arrive régulièrement. C'est important de savoir aussi comment gérer ces plaintes. Là aussi, il y a pas mal d'articles sur le blog qui traitent de ça, parce que la plainte, c'est un peu la position de victime. Souvent, nos tentatives à nous d'adultes, c'est d'essayer de les convaincre qu'ils se trompent. D'essayer de les convaincre qu'ils devraient trouver ça génial. Or ça ne marche que très 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 rarement. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc t'as ton enfant qui est sur le canapé, qui se plaint, il n'y a rien qui va, tout ce que tu peux lui proposer ça va pas. Effectivement, une des solutions qu'on essaye c'est ah mais t'as tort, mais en fait c'est génial, enfin oui effectivement. Et souvent ça les enfonce encore plus dans la plainte parce qu'ils se sentent pas compris ou juste ils ont envie de se plaindre. Et donc ça marche pas. Donc leur proposer aussi de là c'était vraiment horrible. Alors soit si on a la patience à ce moment-là de leur dire vas-y mais raconte-moi comment c'était trop moche, trop nul et tout ça. Et souvent quand ils ont épuisé le trop moche, trop nul, ils viennent d'eux-mêmes ah oui mais bon quand même il y avait ça finalement. Voilà. D'accord ? Ou on peut leur poser la question ok tout était moche et horrible, qu'est-ce qui était un petit peu moins moche, un petit peu moins horrible pour créer des nuances dans le trop moche, trop horrible. Donc ça, c'est aussi des outils intéressants. Si on n'a pas la patience, on peut aussi leur dire, écoute, tout était moche et horrible et tout, et est-ce que tu préfères ruminer ta déception ici tout seul dans ton coin, ou est-ce que tu préfères ruminer ta déception avec nous en faisant un jeu ? Donc on garde ruminer sa déception. On l'enlèvera pas, ça. Non, il a le droit. Il a le droit de ruminer sa déception, il a le droit d'être déçu, il a le droit de ne pas aimer. Maintenant... c'est pas forcément en traitant cette émotion qu'on va résoudre le problème. Parce que parfois c'est un peu sans fin, hein. On essaye de trouver des réponses, de les aider, et en fait ils se plaignent. C'est un peu ça nous énerve aussi du coup, parce que tout ce qu'on fait ne marche pas. Ça nous énerve parce qu'on persiste, on s'entête à faire un truc qui ne marche pas. C'est ça. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne façon de faire quelque chose qui ne marche pas. Donc vous avez essayé une fois, deux fois, avec beaucoup de bienveillance, d'accompagner l'émotion. À un moment donné, il faut arrêter. D'accord ? Voilà. Alors, ceci étant dit, tout à l'heure, je disais, sur les enfants qui sont un peu frustrés, on peut leur proposer aussi d'avoir des moments où ils peuvent exprimer toutes leurs récriminations et leurs jérémiades et tout ce qui ne va pas. Moi, ça m'arrive dans certaines familles de proposer ça à des enfants qui du coup sont tout le temps dans la plainte, tout le temps dans l'opposition. Avec des enfants un petit peu plus grands, on leur propose tous les soirs d'avoir un temps pour dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui est horrible, tout ce qui est catastrophique dans leur famille, comment leurs parents sont chiants, etc. Je demande aux parents d'écouter avec attention, de ne pas répondre et de juste écouter. D'accord. Attentivement. Ok. Et on dit à l'enfant, on ne répondra pas, on veut juste entendre tout ce que tu as à nous reprocher. Ce qu'on constate souvent, c'est que du coup, ça épuise la plainte. L'enfant ne se plaint pas. Et puis, quand il commence à se plaindre pendant la journée, on lui dit attends, tu te souviens, la plainte c'est ce soir, et on peut repousser au soir. D'accord ? Ça permet aussi, en tant que parent, des fois, d'entendre des choses en se disant je suis là juste pour entendre, je ne suis pas là pour répondre. Et quand on n'est pas là pour répondre, des fois, ça nous fait aussi cogiter en se disant oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, ou tiens, j'avais pas perçu que ça pouvait éventuellement être un problème. Bien sûr. Donc, il n'est pas question de changer de comportement ou quoi, mais voilà, c'est une possibilité aussi. Et avec un espace de parole uniquement pour eux, alors. Oui. Alors, ça peut être fait aussi... On n'a pas le droit, nous, de passer 10 minutes à se plaindre d'eux. Non. Non. Pas dans ce cadre-là.
Maintenant, s'il n'y a pas un gros problème récurrent à cause de ça, ça vaut peut-être le coup aussi. Certaines familles font ça. Nous, c'est pas trop notre truc parce que c'est un petit peu trop formel pour nous, mais d'avoir une espèce de conseil de famille, de causerie familiale, ou appelez ça comme vous voulez, où vous allez régulièrement, chacun a un temps de parole pour dire ce qui va pas. On ne parle pas forcément que de ce qui va pas, là, pour le coup. Mais puis avec un ordre du jour. Voilà, on discute des choses qu'on a rencontrées. Ça peut être une solution aussi. Ouais. Voilà. Que dire d'autre j'avais un exemple en tête aussi d'un papa une fois dans un accompagnement qui me disait que ses enfants étaient insolents, et quand je lui dis je lui demande comment ça se manifeste, il me dit par exemple je leur dis mettez la table ou allez faire vos devoirs, donc, voilà, il leur donne un ordre quelconque, et il me dit et les enfants soupirent et ils y vont en traînant des pieds. Et il me dit voilà, c'est bien la preuve qu'ils sont insolents et qu'ils remettent en cause mon autorité et tout ça, et je lui dis mais ils soupirent et traînent des pieds, mais ils le font quand même ou ils font pas? Il faut répéter. Et il me dit si, ils font. Ouais. Donc là, c'était vraiment, il fallait pas que les enfants manifestent de désaccord ou de désagrément ou leur mécontentement. Donc ça, c'est un paramètre important à prendre en considération. Comme leur laisser le droit d'exprimer que ça ne va pas. Maintenant, on peut leur demander de l'exprimer sous des modalités différentes, mais c'est parfois un peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais aussi parler des cas où, en fait, cette modalité d'expression chez les enfants, ce truc un peu agressif et tout ça, est une facilité. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y en a pour qui c'est le plus naturel en fait. Enfin, le plus naturel, spontané. Je sais pas, mais c'est ce qui vient spontanément. Ils ont peut-être fait l'expérience que parfois être un peu brutal, un peu rentre-dedans, c'est efficace. Et que du coup, quand ils sont comme ça, les gens ont plus tendance à répondre positivement, aussi surprenant que ça puisse paraître. Notamment avec leurs petits camarades de classe, où effectivement, en étant plus autoritaires, parfois, certains se laissent un peu plus mener par le bout du nez. Oui. Où là, il n'y a pas fondamentalement de problématique émotionnelle à aller chercher, à écouter, tout ça. Et moi, je trouve que dans ces cas-là, il est souvent très efficace de responsabiliser l'enfant et de le confronter aux conséquences de ses choix. Donc, on peut tout simplement lui dire, mais écoute, mon chéri, tu as le choix, tu peux continuer à me parler comme ça, mon chéri, ou ma chérie, hein. Tu peux continuer à me parler comme ça. C'est comme ça que tu as l'habitude de faire. Par contre, du coup, il y a des risques que moi, je sois fâchée contre toi, j'ai pas envie d'être agréable, voilà, j'ai pas envie de répondre positivement. Tu peux aussi choisir de me parler différemment, ça va te demander des efforts, ça va être compliqué, mais alors il y a des chances que peut-être, éventuellement, ça se passe mieux entre nous. Mais c'est toi qui choisis. Et donc ça suppose, inévitablement, comme vous l'avez bien compris, que alors, il y a des conséquences désagréables. Oui, quitte à les créer. Quitte à les créer de façon un peu, que certains d'entre vous trouveront peut-être un peu manipulatoire. Alors on est d'accord que ça, on le fait rarement avec des enfants de moins de 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les compétences pour prendre une décision. Bien que ça m'est déjà arrivé assez régulièrement avec des enfants de 4 ans et demi, 5 ans et demi, en classe, avec des comportements problématiques en classe, avec, malgré pas mal d'exploration, de travail autour des émotions, rien qui était détecté, qui était exprimé et tout ça, avec parfois des instits qui, malgré la bienveillance au début, en arrivaient à être un peu plus cadrans et parfois punitifs, ce que je comprends tout à fait. Et finalement, c'était un très bon moyen parce que dans ces situations-là, j'ai proposé aux parents de dire, vous ne repunissez pas par derrière, mais vous posez le choix à votre enfant en lui disant, voilà, tu as le choix de continuer à faire le foufou en classe, d'avoir le comportement que tu as aujourd'hui. Du coup, alors ça aussi j'en avais parlé sur le blog, il y a déjà pas mal de temps, mais voilà, tu peux continuer à faire ça, c'est cool, c'est facile, c'est pratique. Bon, du coup, nous on est fâchés contre toi, la maîtresse nous convoque, elle te punit et tout, et ça se passe mal. Ou bien tu peux faire le choix de faire autrement. C'est moins rigolo, mais peut-être ça peut changer la relation qu'on a avec toi. Et quand même, très souvent, ça fonctionne. D'accord. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a des conséquences désagréables. Oui. Et en même temps, deuxième maxime du jour, après, il n'y a pas de bonne façon de faire des choses qui ne marchent pas. La deuxième maxime du jour, c'est on ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est ça. Il faut que la situation lui pose problème à lui si on veut qu'il en prenne conscience. Oui.
Et finalement, un enfant qu'on qualifie d'insolent, si lui, cette situation-là ne lui pose pas de problème... Si cette attitude ne lui cause aucun inconvénient, il n'a aucune raison de changer. Et alors, se faire gronder ou sermonner n'est pas un inconvénient suffisant. C'est-à-dire que nos râleries deviennent une espèce de bruit de fond. Hein? Ok, ils ont l'habitude. On va râler, on va... Ah, regarde comment tu parles, voilà. Et comme tu fais, ils font... Ce qu'on interprète d'ailleurs comme de l'insolence. Oui, du coup, j'allais en parler. Effectivement, il y a ça. C'est vrai que ça, c'est quand même... C'est très, très agaçant quand on sermonne notre enfant parce on estime qu'il nous a manqué de respect et qu'au moment où on le sermonne, il nous regarde et puis... Il sourit en fait. Et il se moque de nous. Mais en plus de ça, il se permet. Et ça, c'est très très énervant. Alors, moi je pense, et mon expérience semble le confirmer, maintenant j'ai pas fait d'études scientifiques sur le sujet, que sermonner les enfants et n'importe qui d'autre fonctionne très mal. Oui, mais même nous en tant qu'adultes, on a du mal. Voilà, donc donner quelques explications, oui. Sermonner en disant ah tu te rends compte, nanana, nanana, ça marche pas en fait. Les enfants n'ont pas envie de nous écouter. Très vite ils fuient, ils passent à autre chose. Voilà. Donc voilà, c'est pas une attitude très efficace de rappeler nos attentes, ça l'est beaucoup plus. De rappeler les conséquences que ça a si l'enfant ne nous parle pas correctement, ça peut aussi être aidant. Et puis vraiment d'aller chercher les causes émotionnelles parce que quand même dans la plupart du temps, la plupart des cas, il y a une racine émotionnelle à ces comportements. Mais ce qui est important, c'est, du coup je reviens là-dessus, sur le sermon et l'engueulade, ça peut ne pas suffire comme conséquence désagréable. Ça ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais. Enfin, si globalement... Alors, c'est difficile de dire jamais ou toujours, mais... Je modère mon propos. Si globalement, vous êtes plutôt quelqu'un qui ne fait jamais ça, qui sermonne très peu, qui s'énerve peu, et que du coup, une fois de temps en temps... Oui. Ah, non mais tu te rends compte, etc. Il ne faut pas que ça dure des plombs parce qu'au bout de 3 phrases, ils ne vous écoutent plus. Mais voilà, de mettre le poing sur la table une fois de temps en temps, ça peut marcher. D'accord ? Donc ne soyons pas aussi catégoriques. Mais si régulièrement vous sermonnez, vous râlez, et que visiblement ça ne donne aucun résultat, il va falloir arrêter. Et passer à des choses plus concrètes. Oui, c'est ça, il va falloir trouver d'autres conséquences un peu dérangeantes. Je vous donne un autre exemple, une fois d'une situation avec, alors c'était un peu différent, mais j'en avais parlé aussi sur le blog, un ado, presque un jeune adulte, qui ne rangeait pas du tout sa chambre, mais au point où c'était vraiment crado, et sa mère le sermonnait régulièrement, lui disait bon, après c'est un jeune adulte, donc je peux pas non plus rentrer dans sa chambre, c'est son intimité, mais bon, oui, mais l'exemple qu'il donne aux petits frères, aux petites sœurs, et puis quand je lui en parle, il lève les yeux au ciel, et voilà. Alors ça, typiquement, l'insolence, quand on lève les yeux au ciel et qu'on soupire, et elle avait tout essayé, elle disait j'essaie de lâcher prise, mais régulièrement, je prends sur moi, et après j'explose, et tout. Et du coup, je lui avais dit, mais du coup, allez ranger sa chambre. Elle me dit, ah mais ça, il a horreur de ça, parce que du coup, je déplace des objets, et après il me râle dessus, parce que j'ai pas remis et tout ça. Je dis, mais génial, génial. Parce que là, pour le coup, ça crée les conséquences désagréables. Ça crée une conséquence désagréable. C'est très bienveillant. C'est-à-dire que vous dites à votre enfant, bah écoute, puisque pour toi, c'est pas important et tout, moi je le fais. Alors attention, ça marche pas dans tous les cas, parce que si ça crée pas de conséquences désagréables quand vous rangez la chambre, il va pas la ranger, on est d'accord. Mais là, pour le coup, il ne supportait pas que sa mère déplace des objets, donc il a rangé le strict minimum vital pour qu'elle arrête de rentrer dans sa chambre. Et leur relation s'est apaisée, c'était beaucoup mieux. Parce que du coup, après, il s'est senti obligé de le faire lui. Et tu parlais de yeux qui se lèvent comme ça. Il y a un autre truc qui ressort souvent quand même, c'est quand on sermonne ou qu'on dispute un enfant et qu'il se met à rire. Alors, le rire... C'est souvent pris pour de l'insolence aussi, en disant, en plus de ça, ça le fait marrer, quoi. Alors... Chez les ados, pré-ados, ça peut être ça peut être de la moquerie, bien qu'à mon avis, ça en soit rarement. Le rire chez un plus petit, c'est souvent un rire qui est associé à de la culpabilité, de la honte. Un rire un peu nerveux, un peu gêné. Alors nous, on ne le voit pas forcément comme étant nerveux, gêné. Non, parce qu'on le prend souvent comme de l'insolence. Oui, mais souvent, c'est un bon signe, finalement. Ça prouve que l'enfant, il a conscience qu'il ne fallait pas faire ça.
Alors attention, c'est pour ça qu'il faut bien observer comment ça se passe Ouais. et prendre le temps d'observer. Parce que chez un petit, très souvent, de simplement dire « Ah ben je vois que tu as bien compris ce que j'attends de toi, ou ce qu'il faut que tu changes, ou ce qu'il ne faut pas faire », c'est beaucoup plus efficace que de lui sauter sur le paletot parce qu'il est en train de rigoler. Ouais, mais enfin oui, c'est vraiment le genre de comportement qu'on a tendance à très vite... Mais c'est agaçant, on est d'accord. Mais c'est agaçant. On est d'accord. Oui, non, mais évidemment. Et voilà, et pour le coup, on le catégorise vachement vite dans l'insolence. Je vous raconte un autre exemple. Je fais de l'analyse de pratique dans des crèches et une fois, une équipe me dit « Oh là là, nous on a une situation, on a un enfant, il est insolent, il nous provoque. » Je dis « Bah bon, c'est-à-dire ?» Et donc en fait, voilà comment ça se passe. Quand on lui dit « Viens changer ta couche », il rigole, il nous rit au nez et il part en courant. Ouais. Et je dis, et vous faites quoi vous alors? Elles me disent, ah ben nous on lui court après, on revient ici, c'est pas un jeu. Et je leur dis, vous voulez bien me jouer la scène? Donc il y en a une qui fait l'enfant, et puis elle me joue la scène et tout, et je leur dis alors, comment ça s'est passé? Et celle qui faisait l'enfant, donc un enfant de 2 ans, à peine 2 ans, elle nous dit, mais en fait, c'était super drôle. Bah, évidemment. Oui, c'était un jeu. C'était un jeu parce qu'on me dit, c'est pas un jeu, et en même temps on me court après. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas en pensant à mal, c'est-à-dire c'est pas exprès pour agacer, mais c'est parce que c'était effectivement drôle de se faire courir après par des adultes. C'est pas une remise en cause du statut de l'adulte, c'est juste drôle de se faire courir après. Et donc, simplement, on résout ce problème en arrêtant de jouer. Ouais. Parce que si c'est un jeu, le seul moyen de couper le plaisir du jeu, c'est d'arrêter de jouer. Donc, et chez les tout petits, les comportements insolents, qu'on qualifie d'insolents, parce que c'est rarement une remise en cause au sens propre du terme, ils se coupent court en disant, bah écoute, là pour le coup dans la crèche, ce qu'elles ont proposé du coup, c'est de dire, bah ok, tu veux pas venir changer ta couche maintenant, c'est pas grave, on change les copains et puis on verra ça tout à l'heure. Et du coup, il est venu à la suite des copains, tout surpris qu'on ne lui court plus après. Oui. Le pauvre. Merde, on m'a piqué mon jeu, dit. D'accord. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est souvent, enfin, ça met en lumière un peu ça. Je pense que c'est souvent qu'il y a des comportements qui nous dérangent parce que ça fait pas partie des codes qu'on connaît ou qu'on attend, qu'on aimerait ou qu'on nous vend. Ouais. Et finalement, on a tendance à les interpréter avec le point de vue de l'adulte tout-puissant. Mon enfant me manipule, mon enfant est insolent, mon enfant est... Alors qu'en fait, c'est des maladresses, oui, c'est des maladresses, c'est des expressions émotionnelles, ça peut être tout un tas de choses. Alors après, moi souvent, je dis aux gens, quand vous recadrez votre enfant et vous lui dites « tu me parles comme il faut, tu me parles comme il faut », de 2 choses l'une. Ou il ne peut pas, parce que émotionnellement, il y a des freins, parce qu'il y a des compétences à acquérir, et plus vous lui dites ça, plus vous le mettez en difficulté, en échec, et moins il y arrive. Ou il ne veut pas. Oui. Et plus vous lui dites d'arrêter, plus c'est lui qui a le pouvoir en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'identifier le moment où vous sentez que ça commence à se crisper, et à ce moment-là se dire là il faut que j'essaye autre chose, il faut que j'arrête mes tentatives infructueuses, que j'essaye d'aborder les choses différemment, et très souvent de ne plus faire de cas du comportement, ou de créer des conséquences au comportement sera plus efficace que de sermonner. Donc ce que je vous propose moi, c'est aussi de nous mettre, pour ceux qui verront la vidéo en replay, de nous mettre des questions complémentaires, voilà, des choses que vous aimeriez aborder ou pour lesquelles on n'a peut-être pas été assez précise ou complète, et puis on pourra mettre des choses dans l'article et on pourra prévoir un autre live ou un article ou une vidéo complémentaire pour répondre à ces questions-là. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager, ça la rendra plus accessible à d'autres parents qui pourraient être intéressés. Si vous souhaitez contribuer et nous aider à produire plus de contenu gratuit et accessible à tous, vous pouvez vous rendre sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Merci et à bientôt!